Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un sujet qui est un peu partout en ce moment, le transhumanisme. Oui, on entend parler de ça tout le temps. Neuralink d'Elon Musk, les implants cérébraux, la promesse de vaincre la mort, cette idée de pirater l'être humain, de l'améliorer, c'est devenu presque banal dans le discours de la Silicon Valley. C'est vrai, ça semble être l'horizon presque inévitable de la technologie. Mais la vraie question, et c'est au cœur de notre source du jour, un extrait de l'utopie transhumaniste de Pierre Fraser, c'est d'où vient vraiment cette idée? Cette idée un peu folle, oui. Un peu folle, oui. Et surtout, jusqu'où est-on prêt à aller? Exactement. On a donc plongé dans ce texte pour une mission précise, remonter à la source. Pas seulement la source technologique, mais la source philosophique. Mhm. On va jouer un peu les archéologues des idées pour comprendre comment est née cette ambition, disons-le, démesurée, de prendre le contrôle de notre propre évolution. Et la réponse, on peut déjà le dire, elle est bien plus ancienne et bien plus trouble qu'on ne l'imagine. Ah oui, tout à fait. Et pour bien comprendre, il faut d'abord saisir l'idéologie de base que Fraser décrit. Le transhumanisme, à sa racine, c'est une foi quasi religieuse dans le progrès. Oui? L'idée que la technologie ne va pas juste améliorer nos vies, mais qu'elle va inévitablement nous transformer, nous, en tant qu'espèce. C'est un optimisme radical en fait. Le texte dépeint une vision où la pensée rationnelle et la science sont les seuls guides. C'est ça. Si on les suit, on peut construire une société ouverte où la technologie serait la clé universelle du bonheur. C'est un projet de société totale, quoi. Et ce projet, il sort pas de nulle part, hein. Il s'appuie sur ce que le texte appelle une croissance fulgurante des technologies depuis un siècle, mais le point crucial, c'est pas une technologie isolée, c'est leur convergence. Oui, la source les énumère bien, les nanotechnologies, les biotechnologies, la robotique, l'IA, les sciences cognitives. Toute la panoplie. C'est un peu comme si notre corps devenait la prochaine grande plateforme, un peu comme un smartphone. Et toute cette technologie, l'IA, la bio, la nano, ce sont les apps qu'on commence à peine à imaginer installer dessus pour débloquer de nouvelles fonctions. C'est une excellente image, ça. Et le système d'exploitation qui ferait tourner tout ça, selon cette vision, c'est l'intelligence artificielle. Ah oui, Fraser insiste beaucoup sur ce point-là. L'IA est vue comme la force qui va fédérer sous son magistère toutes les autres technologies. C'est le chef d'orchestre, si on veut, qui permettrait à toutes ces apps de fonctionner ensemble pour reconfigurer le corps humain. Et les promesses de cette reconfiguration sont vertigineuses. Le texte est très clair là-dessus. Il ne s'agit pas seulement de soigner des maladies ou de réparer des accidents. Non, non, ça va bien au-delà. On parle de contenir le vieillissement, les dérèglements de l'humeur, bref, tout ce qui nous rend faillibles. Mais ça va même plus loin que la thérapie. L'objectif, ce n'est pas de revenir à un état normal, mais de le dépasser, De l'augmenter. d'augmenter nos capacités, physiques et mentales. Voilà. On ne veut pas seulement guérir le corps, on veut le réécrire, le libérer de ces bugs fondamentaux comme la maladie et la vieillesse. Condamné, D'évolution par sélection naturelle. c'est ça. On sort du jeu, en quelque sorte. On sort du jeu pour en créer un nouveau. Un jeu dont nous serions les maîtres. Et c'est ça qui mène directement au concept de post-humain. Voilà. Ce n'est plus une version améliorée de nous-mêmes, un humain 2.0, c'est l'idée d'une nouvelle espèce, qui serait à l'Homo sapiens ce que l'Homo sapiens était à, disons, l'homme de Néandertal. Franchement, ça donne le vertige. L'ambition ou l'arrogance est absolument folle. Et à quoi ressemblerait ce post-humain, d'après les transhumanistes cités par Fraser? Le portrait robot est assez clair. Eu des capacités physiques et intellectuelles grandement augmentées, et la capacité de, je cite, surseoir au vieillissement et aux maladies chroniques. En gros, mettre la dégradation du corps sur pause, voire en marche arrière. C'est l'idée. Le renversement est complet. La formule utilisée dans la source est frappante. En cette ère post-humaine, les humains ne seront plus soumis aux diktats de la nature, bien au contraire, car ils seront ceux qui contrôlent la nature. On passe de créature à créateur. C'est exactement ça. Un changement de paradigme total. Oui. Cette vision d'un post-humain qui contrôle la nature, c'est tellement radical que ça semble tout droit sorti d'un film de science-fiction récent. Mais l'idée n'est pas née dans la Silicon Valley, n'est-ce pas, Evelyne? La source nous fait remonter bien plus loin dans le temps, beaucoup, beaucoup plus loin. On est en 1957, et le mot transhumanisme est inventé par un biologiste britannique au nom très célèbre. Julian Huxley. Le frère d'Aldous Huxley. Le frère d'Aldous Huxley, l'auteur du Meilleur des mondes. Ce qui n'est pas sans ironie. Ah, ça commence bien. Mais qu'est-ce que Huxley mettait derrière ce mot à l'époque?
C'était déjà cette idée de post-humain, de nouvelle espèce? Pas tout à fait, non, c'est plus subtil. Pour lui, c'est une variation de ce qu'il appelle l'humanisme évolutif. Sa grande idée, c'est que pour la première fois de son histoire, l'humanité a les outils pour guider sa propre évolution, De manière consciente. de manière consciente et délibérée. C'est ça la nouveauté. Donc, si je comprends bien, pour Huxley, la différence, c'est l'échelle et l'intention. Avant, on avait des génies, des artistes, des athlètes qui repoussaient les limites humaines individuellement, presque par accident. C'est ça. Là, l'idée, c'est de donner à toute l'espèce les outils pour faire un saut évolutif, tous ensemble, et de façon consciente. C'est précisément la nuance. Et il y a une citation de Huxley, reprise dans la source, qui est très éclairante. L'homme demeure essentiellement un homme, mais se transcende lui-même en développant de nouvelles possibilités pour lui-même. On n'est pas encore dans la rupture. Non, on n'est pas dans la rupture totale du post-humain, mais dans un dépassement organisé de nos limites actuelles. Donc pour lui, c'était pas juste un concept scientifique, c'était un vrai projet de société. Absolument. Fraser insiste là-dessus. Huxley voyait le transhumanisme comme une nouvelle idéologie, un nouveau système d'idées pour donner un sens à la condition humaine à l'ère de la science. D'accord. Il voulait faire le pont entre les sciences et les arts pour, encore une fois, construire un monde meilleur. C'est une vision très holistique et, il faut le dire, très optimiste. Cet optimisme, ça me fait penser à ce que le texte mentionne sur le marquis de Condorcet au XVIIIe siècle. Ah oui. Cette foi inébranlable dans un futur radieux grâce à la science et à la raison. C'est le même moteur, en fait. C'est le même fil rouge. Et Fraser fait un parallèle très pertinent avec d'autres penseurs comme le psychologue Abraham Maslow et son concept de méta-humain. Mhm. C'est cette même conviction que l'espèce humaine est sur le point d'atteindre un nouveau stade de conscience, de réaliser son plein potentiel. C'est amusant, parce que l'auteur relie ça directement aux techno-évangélistes d'aujourd'hui, qui nous jurent que l'IA va nous libérer du fardeau du travail et nous permettre enfin de devenir des poètes et des philosophes. L'écho est saisissant, presque un siècle plus tard. C'est la même promesse. C'est la même promesse emballée dans une nouvelle technologie. Mais ce qui devient vraiment fascinant et un peu plus sombre, c'est quand on découvre que Huxley n'était pas seul. Le texte nous présente un trio fondateur. Un trio. Oui, dont les idées ont vraiment pris racine dans les années 1920 et 1930. Ok, alors on a Huxley, le philosophe du mouvement. Qui sont les deux autres? Avec Huxley, un texte au nom évocateur. Ah, Le manifeste des généticiens. un manifeste, rien que ça. Et qu'est-ce qu'il disait, ce manifesta? Eh bien, il prônait, sans détour, une forme d'eugénisme. L'idée était que la société devait consciemment prendre en main l'amélioration génétique de l'espèce humaine. Attends, là on parle carrément d'eugénisme. C'est pas juste une interprétation a posteriori, la source est claire. Absolument, et c'est ça qui est si dérangeant et si crucial à comprendre. Pour eux, dans le contexte de l'époque, ce n'était pas l'idéologie monstrueuse qu'on connaît aujourd'hui. D'accord. C'était vu comme une application logique, rationnelle et même bienveillante de la science. L'outil ultime pour bâtir une société meilleure et maîtriser les maux qui menacent la civilisation. Il y a chez eux un sentiment d'urgence, en fait. Oui, et une foi absolue dans la génétique. Une foi qui les pousse à se voir comme des sauveurs. Haldane allait jusqu'à dire que les généticiens étaient les figures les plus romantiques des temps présents. Carrément. Ça en dit long sur la perception qu'ils avaient de leur propre mission. Ça pose le personnage. Et le troisième membre de ce trio fondateur est peut-être le plus radical, John Desmond Bernal. Qui est-il? Un physicien et biologiste moléculaire. Dès 1929, dans un livre au titre prophétique, The World, the Flesh and the Devil, il pose une thèse qui est le véritable acte de naissance du transhumanisme interventionniste. C'est-à-dire, Il écrit noir sur blanc que l'homme devait activement interférer dans son propre devenir et y interférer de manière non naturelle. c'est une rupture totale. Une rupture totale avec des millénaires de pensées philosophiques ou religieuses où on doit accepter notre condition. Qu'est-ce qui, à ce moment-là, en 1929, lui donne une telle confiance pour dire « c'est fini, on prend les commandes ». C'est le sentiment que la science a percé les derniers secrets du vivant. Pour lui, comme il l'écrit, la vie a cessé d'être un mystère et est devenue un objet de recherche. La vie devient un matériau. Exactement. Un matériau comme un autre, que l'on peut analyser, démonter et améliorer comme un ingénieur améliorerait un moteur. C'est une vision incroyablement matérialiste pour l'époque. Et sa vision s'arrêtait à la biologie ou elle allait plus loin? Beaucoup, beaucoup plus loin. C'est une ambition démesurée. Pour Bernal, la science devait remplacer la religion
comme force structurante de la société. Ah oui, quand même. Et pour y arriver, il envisageait même de modifier directement le cerveau humain. Il ne s'agit plus seulement d'améliorer le corps, mais de refonder complètement la société et ses croyances autour de la science. Ça a dû en effrayer plus d'un à l'époque, j'imagine. Certainement, mais ces idées ont trouvé un écho. Si on résume les rôles de ce trio, tels que Fraser les expose, on a Huxley, le grand théoricien de l'amélioration continue, Ok. Haldane, le promoteur politique de l'eugénisme comme outil de construction sociale, Mhm. et Bernal, le visionnaire total pour qui la science doit tout transformer, y compris la nature humaine elle-même. C'est un socle idéologique incroyablement puissant qui est posé en à peine une décennie. Et j'imagine que ces idées n'ont pas fait que rester dans des livres. Non, pas du tout. La source explique qu'elles ont été reprises et débattues avec ferveur dans les années 30, notamment par un groupe d'intellectuels de gauche à Cambridge, les Red Scientists. L'idée se propage. Elle se propage, elle infuse la culture scientifique de l'époque, et même la culture tout court. Oui, c'est ce que j'allais dire. Exactement. L'auteur cite l'exemple de H.G. Wells, l'écrivain de science-fiction, qui était un ami très proche de Huxley. Il s'est directement inspiré de ces conversations pour imaginer des mondes où une élite de scientifiques façonnait un futur parfait pour l'humanité. On voit bien le cheminement. Oui, on voit comment l'idée passe du laboratoire à l'imaginaire collectif. Donc, on a un mouvement intellectuel en pleine ascension, un optimisme scientifique à toute épreuve, une vision radicale de l'avenir. Tout semble prêt pour le grand décollage de ces idées. Mais l'histoire va en décréter. En décider autrement, oui. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le point de rupture. Le moment où la théorie se confronte à la pratique la plus monstrueuse. Le texte est très clair, les horreurs de l'eugénisme pratiquées par le régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale vont tout changer. C'est le moment où le rêve tourne au cauchemar. Le moment où un idéal scientifique, peut-être naïf au départ, se fracasse contre la pire réalité imaginable. Exactement. Et le mot-clé que vous avez utilisé, c'est rêve. La source montre bien comment cette idée de planifier l'espèce humaine, qui semblait si progressiste à Huxley ou Bernal, devient soudainement, et pour bonne raison, radioactive. Fraser utilise une phrase très juste. Ces événements ont au fait de refroidir les ardeurs de tous ceux qui auraient eu l'idée de planifier un meilleur futur pour la race humaine sous la férule de l'État. Sous la férule de l'État, c'est ça la bascule. L'idée de confier à l'État le pouvoir de décider de la valeur génétique des gens, de planifier l'espèce, devient l'incarnation même de la barbarie. C'est un choc cataclysmique pour ce mouvement. Le lien originel entre ce transhumanisme naissant et l'idéologie de l'eugénisme est mis à nu. De la façon la plus brutale qui soit. Voilà. L'idéal de progrès scientifique se retrouve à jamais souillé par son association avec l'Holocauste. Et j'imagine que ça a mis un coup d'arrêt brutal à la diffusion de ces idées, du moins sous cette forme. Un coup d'arrêt public, en tout cas. L'idée ne disparaît pas complètement, mais elle est forcée de devenir souterraine, de se repenser. Elle devra, bien plus tard, se distancier de ce lourd héritage de l'eugénisme d'État pour pouvoir renaître. Sous des formes nouvelles. Oui, souvent plus axée sur le choix individuel que sur un grand projet collectif. Mais la cicatrice reste. Alors, si on prend un peu de recul sur toute cette exploration, qu'est-ce qu'on doit retenir ? On est parti d'une promesse futuriste, presque de science-fiction, celle du post-humain façon Silicon Valley, pour atterrir dans les coulisses intellectuelles de l'Angleterre des années 20 et 30. Oui. Et ce que l'analyse de Pierre Fraser révèle de façon cruciale, c'est ce péché originel, ce lien fondamental entre les pionniers du transhumanisme et une idéologie eugéniste. Un eugénisme qui, et c'est ça le plus troublant, se voyait à l'époque comme une force de progrès. Exactement. Une application bienveillante de la science pour le bien de tous, avant que l'histoire, avec une violence inouïe, ne vienne mettre un terme brutal à cette illusion. Ce qui nous laisse avec une pensée finale, une question qui résonne avec une force particulière aujourd'hui. Ces sources nous montrent comment un idéal de perfectionnement humain, né d'un optimisme scientifique débordant, a pu mener aux pires dérives du XXe siècle. La question qui reste en suspens est donc la suivante. Aujourd'hui, alors que les technologies pour réparer et améliorer l'humain sont infiniment plus puissantes que tout ce que Huxley et ses contemporains auraient pu imaginer, avons-nous vraiment retenu les leçons de cette histoire ? De cette histoire complexe et dérangeante, oui. Pour guider le développement de ces technologies. C'est une question ouverte et elle est absolument essentielle pour l'avenir que nous sommes en train de construire.